Donald Meyer marque le premier point. Avez-vous agi intentionnellement? D'après ce que je comprends, vous avez utilisé une arme de poing, un pistolet, un revolver. L'avez-vous fait intentionnellement? Oui. Votre honneur, dit-il en tremblant en s'adressant au juge. Une fin stupéfiante à une affaire horrible. Ce garçon, autrefois nommé élève du mois, admet maintenant avoir tué ses parents. Il a vécu avec leur corps dans leur maison de banlieue près de 2 semaines, puis a fui, espérant atteindre l'autre bout du monde selon les allégations, avant d'être arrêté dans une région rurale du Kansas. Et tout cela faisait partie d'un plan visant finalement à tuer le président des États-Unis. Nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Cette affaire n'a cessé de connaître des rebondissements. Les parents de Nikita Kossop ont été découverts morts par balle chez eux près de Milwaukee en février dernier. Voici Nikita Kossop entrant au tribunal aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce fut un choc pour beaucoup d'entre nous qui suivons cette affaire depuis le début, parce que c'est une affaire qui comporte de nombreuses couches, y compris celle selon laquelle cela ferait partie d'un complot visant à assassiner le président des États-Unis. Je vais expliquer cette partie dans un instant, pour vraiment comprendre pourquoi l'audience d'aujourd'hui a été si choquante et pourquoi il pourrait être logique que Nikita Kossop accepte ce qu'il a fait devant le tribunal. Je veux vous remettre dans le contexte pour que vous compreniez comment nous en sommes arrivés à ce point de l'histoire. Nous devons revenir au 28 février de l'année dernière. C'est à ce moment-là que la police de Waukesha, dans le Wisconsin, a trouvé la mère de Nikita Kossop et son beau-père morts à l'intérieur de leur maison. Cet endroit n'est pas loin de Milwaukee. Vous pouvez voir qu'ils vivaient dans ce qui semble être une impasse, dans un très beau quartier, et voici une photo du couple. Don Meyer, beau-père de Nikita, à gauche, et Tatiana Kossop, mère biologique de Nikita, à droite. La mère de Meyer a déclaré à la police que son fils lui avait envoyé des textos qu'elle jugeait étranges. Le 23 février, elle a indiqué que son fils, beau-père de Nikita, avait aussi prévenu un autre membre de la famille qu'il se sentait malade et prenait une pause des réseaux sociaux. À la même période, la police a reçu un appel du lycée de Nikita Kossop signalant son absence, en cours depuis 2 semaines. À ce moment, il était parfaitement assidu depuis le début de l'année. L'arrivée de la police a fait basculer l'histoire dans l'horreur. Ils ont découvert le beau-père de Nikita tué d'une balle dans la tête, puis sa mère Tatiana abattue dans une autre pièce. Leur corps était recouvert de couvertures. La grande question était alors, où se trouvait le fils de Tatiana? Nikita, 17 ans? Un voisin a dit qu'il l'avait vu partir au volant de la Volkswagen Atlas de Don environ 5 jours plus tôt. Nikita Kossop n'avait pas de permis de conduire. La police a localisé les téléphones de Don et Tatiana, repérés à 15 heures de route dans le Wyoming. Le téléphone de Nikita a été localisé dans l'Iowa, au plus grand relais routier du monde, à 11 heures de Laramie où ceux de ses parents ont été repérés. La police analyse les vidéosurveillances du relais et ils disent avoir vu Nikita, ils ont vu la voiture de son beau-père et Nikita était avec la famille. Le chien. Votre nom de famille se prononce-t-il Kassoup, Kassop? Kassop? D'accord maintenant? Kossop a été arrêté au Kansas, puis extradé au Wisconsin pour répondre aux accusations. Alors parlons des preuves qui sont sorties dans cette affaire. Et il y en a beaucoup. Donc, à l'intérieur de la voiture de Don Meyer, la police a trouvé une arme à feu, et c'était une arme qui manquait à la maison. Elle correspondait au type utilisé lors de la fusillade de Don et Tatiana. La police a aussi trouvé des appareils électroniques et une carte Secure Digital. Cette carte Secure Digital contenait des vidéos de l'intérieur de la maison de Waukesha. Elle montrait un Nikita Kossop en train d'allumer des bougies autour du corps sans vie de son beau-père, apparemment pour masquer l'odeur alors qu'il restait là pendant des jours. La police estime que Don et Tatiana ont été tués le 11 février, ce qui signifie que Nikita a probablement vécu dans la maison avec les corps de ses parents pendant près de 2 semaines, jusqu'à ce que ce voisin voie Nikita partir le 23 février dans la voiture de son beau-père. Dans la vidéo, la police dit que Nikita semblait tenir un téléphone devant Don, montrant à quelqu'un ce qu'il aurait fait. Alors, pourquoi un adolescent qui non seulement avait une assiduité parfaite, mais qui avait même été élève du mois pour le département de santé de son lycée, ferait-il une chose pareille? Eh bien, la suite de cette histoire, je me souviens quand c'est sorti et ça m'a vraiment laissé sans voix. Selon les enquêteurs, Kossop a tué ses parents pour obtenir les moyens financiers de tuer le président Trump, de renverser le gouvernement américain et de commettre plusieurs attentats terroristes. Je vais laisser ça reposer.
Le bureau du shérif du comté de Waukesha a examiné le téléphone de Nikita Kossopp et aurait trouvé des conversations troublantes. En russe, avec des personnes sur TikTok et Telegram, présentées comme un espace de liberté d'expression. Mais elle est controversée en raison d'activités criminelles présumées qui peuvent s'y dérouler. Le FBI affirme que Kossopp avait sur son téléphone du contenu lié à l'ordre des Neuf. Engle, décrit par l'agence comme un réseau aux opinions néo-nazies et convictions extrémistes raciales. 09 a prône l'utilisation de la violence et du terrorisme pour renverser les gouvernements et détruire la civilisation moderne. Alors, plongeons maintenant plus en détail sur qui est Nikita Kossopp et à qui il parlait potentiellement sur les réseaux sociaux en russe. Maintenant, le mandat indique qu'entre le 14 et le 24 février, les jours qui ont suivi lorsque Kossopp aurait tué ses parents, et quand ils vivaient avec leur corps dans la maison. Il avait des messages sur Telegram en russe qui disaient, je cite, « Réponds-leur tous et dis que tu es tombé malade, et prends-les, traîne-les au sous-sol maintenant. » Au début, la mère de Don avait appelé la police, en partie à cause de textos étranges qu'elle disait avoir reçus de son fils. Selon les enquêteurs, ces messages ont été envoyés après la mort de Don et Tatiana. Il semble que le FBI avait déjà pris contact avec la famille Kossopp en 2023. Et encore aujourd'hui, nous ne savons pas grand-chose sur cette réunion, mais nous savons que des agents fédéraux avaient parlé à la famille de Nikita en novembre de cette année-là. Dans le document récemment déclassifié, les agents déclarent que Nikita Kossopp, alias Awoken sur TikTok, avait discuté avec une autre personne à propos de l'idéologie raciste de l'ordre des Neuf Angles, ou 0NA. Maintenant, en décembre dernier, environ 2 mois avant le meurtre de ses parents, il dit à un autre utilisateur qu'il a parlé à une fille de l'idéologie et qu'elle était, je cite, plutôt cool à ce sujet. Et il a dit que si ses parents le découvraient, je cite, il lui enlèverait mon téléphone s'il le faisait, surtout depuis la visite du FBI, laughing out loud. Les autorités ont aussi trouvé Kossopp sur Telegram sous le pseudo accélérationniste. Et le 21 janvier, soit moins d'un mois avant, ses parents ont été tués. En février 2025, il aurait discuté avec quelqu'un d'une attaque terroriste. Il a demandé « Quel pays sera responsable ?» Un utilisateur inconnu a répondu « La Russie sera accusée. C'est le but. » Nikita poursuit ensuite en disant, je cite, « Quand le moment viendra pour moi de t'envoyer mon manifeste afin que tu puisses le diffuser en ligne, est-ce qu'il doit être en PDF? Et aussi, tu ne changeras ni ne modifieras le manifeste d'aucune manière, dit le FBI. » Ils ont trouvé un manifeste. Il fait 3 pages et parle de l'assassinat du président des États-Unis pour créer une révolution politique. Et, je cite, sauver la race blanche des politiciens contrôlés par les Juifs, avec en dernière page des images et mots louant Adolf Hitler. Fin de citation. Quant à la raison pour laquelle, spécifiquement, Trump, je pense qu'il est évident qu'en se débarrassant du président et peut-être du vice-président, cela garantit de provoquer un certain chaos. Et non seulement cela, mais cela va aussi renforcer dans l'opinion publique l'idée que les assassinats et l'accélération de l'effondrement sont des choses possibles à faire. Fin de citation. Kossopp ajouterait également, citation, comme remarque. Les autres attaques qui pourraient avoir lieu, ce qu'elles sont, qui elles visent, je n'en ai aucune idée, même si elles relèvent de la même idéologie que celle que je mentionne. Ce manifeste concerne spécifiquement l'attaque qui vise Trump. Maintenant, la preuve principale dans cette affaire sera la somme d'argent et de bijoux que Kossopp possédait lors de son arrestation au Kansas. Un coffre-fort ouvert rempli de bijoux pour femmes, 14 000 $ en liquide et des documents bancaires. Il semble que Kossopp voulait utiliser cet argent qu'il aurait obtenu en tuant ses parents pour acheter un drone qu'il aurait apparemment utilisé dans une attaque terroriste. Dans une autre conversation sur Telegram, Kossopp parle avec l'utilisateur Ange de la Mort d'un drone équipé d'un mécanisme de largage. Kossopp aurait demandé comment entretenir un drone et l'utilisateur lui dit que le prix serait compris entre 12 000 et 1 500. Ils auraient également parlé d'un engin explosif improvisé ou engin explosif improvisé. Kossopp a aussi demandé des écouteurs pour se protéger du bruit d'un 357 Magna, l'arme utilisée pour tuer sa mère et son beau-père. Il est donc important de le noter. Kossopp aurait évoqué un paiement en Bitcoin car lors d'audiences précédentes,
Les procureurs ont indiqué qu'il s'était arrêté à un distributeur de Bitcoin pendant son trajet entre plusieurs États. Après avoir prétendument tué ses parents, voici pourquoi Nikita a quitté le Wisconsin pour l'Ouest après leur meurtre. Cela provient apparemment de commandes en ligne faites via un numéro de téléphone ukrainien sur Telegram. Kossopp a également parlé avec quelqu'un qui écrit dans un dialecte d'Europe de l'Est. Cela lui a donné des instructions pour aller du sud-ouest du Wyoming jusqu'à près de l'Oklahoma en traversant le Kansas. Et Kossopp demande, je cite, « Puis de là jusqu'à Eureka, en Californie. Cela fait 30 heures, tu penses que j'aurai assez de temps ?» Kossopp a demandé, « Combien de temps dois-je me cacher avant d'être déplacé en Ukraine ?» Je cite, « Je devrais aussi probablement me remettre à niveau en russe, parce que je comprends très bien, mais parler est plus difficile. Donc pendant que je serai en Ukraine, j'aurai un travail normal et une vie normale. Même quand on découvrira que c'est moi qui l'ai fait, il a aussi dit. Les 10 autres personnes ont-elles des convictions similaires aux miennes ou sont-elles différentes ?» Et il y a aussi un message qui est coupé et qui dit, je cite, « En supposant que mes parents ne partiront pas. » Donc vous pouvez voir ici. Il semble que les forces de l'ordre avaient un dossier extrêmement solide contre Nikita Kossopp jeudi matin. Kossopp était accusé de 2 meurtres prémédités au premier degré, de 2 dissimulations de cadavres et de délits mineurs d'État, dont le vol de biens de plus de 10 000. Jeudi matin, il a plaidé coupable des 2 meurtres avec préméditation au premier degré, les autres charges ayant été abandonnées. Voici Kossopp répondant aux questions du juge. Et je veux que vous regardiez sa chaise pendant qu'il répond aux questions, par rapport à celle de ses avocats. Vous voyez, il semble trembler en parlant. Vous comprenez ainsi la position de l'État? Oui, votre honneur. Très bien. Et est-ce que vous comprenez, monsieur, que vous et votre avocat serez libres de plaider pour la ou les peines que vous jugez appropriées dans cette affaire? Oui, votre honneur. Et est-il également exact, monsieur, que vous et monsieur Raphaël avez discuté des paramètres, c'est-à-dire de la durée des peines? C'est-à-dire que si vous êtes reconnu coupable de ces 2 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation au premier degré, chacun entraîne une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Comprenez-vous cela? Oui, votre honneur. Mais d'un autre côté, il existe une option où le tribunal pourrait autoriser une surveillance prolongée. L'éligibilité, pas une promesse, mais la possibilité ou l'éligibilité à une surveillance prolongée. Après 20 ans, une fois chaque peine purgée, vous comprenez? Oui, votre honneur. Donc c'est ça. Ce n'est pas un minimum, mais il existe la possibilité d'une surveillance prolongée après 20 ans pour chaque peine. Vous comprenez cela? Oui, votre honneur. Très bien. Pensez-vous que M. Raphaël vous l'a expliqué correctement? Oui, votre honneur. Très bien. Je vais maintenant vous parler de certains autres aspects de ce questionnaire de plaidoyer et du formulaire de renonciation au droit. M. Raphaël, vous en avez un exemplaire devant votre client. C'est bien cela. Cela m'indique que vous avez 18 ans et que vous avez terminé 11 années de scolarité. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Ces incidents vous ont empêché de terminer le lycée. C'est bien cela? Oui. Votre honneur. Très bien. Avez-vous des difficultés à lire? Je n'en ai pas, votre honneur. Très bien. Avez-vous pu lire et comprendre les documents qui ont été produits dans cette affaire, c'est-à-dire les rapports de police, les déclarations de témoins peut-être, ou d'autres documents qui ont été générés dans cette affaire? Oui, votre honneur. Avez-vous lu et compris les documents, dont le questionnaire de plaidoyer et le formulaire de renonciation au droit? Oui, votre honneur. Cela montre aussi que vous comprenez l'anglais. C'est pour cela que j'ai demandé votre niveau d'éducation, car il ne s'agit pas seulement de votre parcours scolaire, mais aussi de savoir si vous avez été capable de comprendre et d'assimiler tous les documents qui ont été produits dans cette affaire. Pensez-vous avoir eu le temps de le faire également? Oui, votre honneur. D'accord. Cela montre que vous comprenez les accusations admises. Et en fait, vous et votre avocat, ou plutôt vos avocats, avez joint au questionnaire de plaidoyer ce qu'on appelle les instructions au jury pour ces infractions, à savoir l'homicide intentionnel au premier degré. Elle porte le numéro 1010-10 et elle énonce les éléments de l'infraction que l'État devrait prouver si cette affaire allait en procès. Avez-vous vu cela avec M. Raphaël? Oui, votre honneur. Comprenez-vous ce que l'État devrait prouver si vous alliez en procès dans chacune de ces affaires? Oui, votre honneur. Très bien, nous allons parler de ces éléments dans un instant, d'accord. Cela m'indique aussi que vous n'avez aucun traitement pour une maladie ou trouble mental. Est-ce correct? Oui, votre honneur. Est-il également vrai que vous n'avez consommé ni alcool, ni médicaments, ni drogue au cours des dernières 24 heures? Oui, votre honneur.
Monsieur Raphaël, je vais vous poser des questions comme d'habitude sur la compréhension de l'anglais et la lecture. Monsieur Cassip a 18 ans, il en avait 17 auparavant. Lorsque vous avez commencé votre représentation, avez-vous estimé avoir eu suffisamment de temps pour examiner avec votre client les éléments de la découverte, dans ce cas? Oui, votre honneur. Et là, je présume qu'il y avait également des enregistrements vidéo. Les avez-vous également examinés avec lui? Nous l'avons fait, oui. Aucun doute quant à sa capacité à comprendre ou à saisir. Ou laissez-moi prendre du recul. Avez-vous eu des difficultés à communiquer avec votre client? Non. Très bien. Je vais donc vous parler maintenant de vos droits constitutionnels. Ce document que vous avez devant vous dit: je comprends qu'en plaidant ainsi, je renonce aux droits constitutionnels suivants. Chaque droit est listé ici avec une case cochée d'un X à côté. Avez-vous vérifié tous ces droits avec votre avocat? Oui, votre honneur. Cela signifie-t-il que vous comprenez ces droits? Oui, votre honneur. Et cela signifie-t-il que vous renoncez à ces droits? Oui, votre honneur. Dites-moi si c'est vrai. Il est écrit « Je renonce à mon droit à un procès ». Est-ce exact? Oui, votre honneur. Je renonce à mon droit de garder le silence et je comprends que mon silence ne pourrait pas être utilisé contre moi lors du procès. Est-ce vrai? Oui, votre honneur. Je renonce à témoigner et à présenter des preuves au procès. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Je renonce à mon droit d'utiliser des assignations à comparaître pour obliger des témoins à venir au tribunal et à témoigner en ma faveur lors du procès. Vous comprenez qu'une assignation à comparaître est une ordonnance du tribunal permettant à vous ou votre avocat de faire venir des témoins, même contre leur volonté. Oui, votre honneur. Confirmez-vous aussi renoncer à ce droit? Oui, votre honneur. Il est écrit « Je renonce à un procès devant un jury où l'unanimité des 12 jurés est requise pour me déclarer coupable ou non. » Est-ce exact? Oui, votre honneur. Je renonce à mon droit de confronter au tribunal les personnes qui témoignent contre moi et de les contre-interroger. Contre-interroger, c'est lorsque vous ou votre avocat interrogez les témoins pour vérifier la véracité. Et la justesse de leurs propos. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Est-il exact que vous y renoncez aussi? Oui, votre honneur. Il est aussi écrit « Je renonce à exiger que l'État prouve ma culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ». C'est bien cela? Oui, votre honneur. Et avez-vous discuté du concept de ce que signifie un doute raisonnable? Oui, votre honneur. Votre avocat vous en a déjà parlé. Oui. Des questions sur ces droits, monsieur? Non, votre honneur. Est-ce que quelqu'un vous a forcé d'une quelconque manière à renoncer à ces droits? Non, votre honneur. Très bien, examinons l'accusation portée contre vous, monsieur, ou plutôt les accusations, devrais-je dire. Le premier chef d'accusation affirme que le 11 février 2025, à une adresse de Cider Hills Drive, village de Waukesha, comté de Waukesha, Wisconsin. Vous avez causé la mort de la victime A, identifiée comme Donald Mayer, M-A-I-E-R, avec l'intention de tuer cette personne en violation de la loi du Wisconsin mentionnée dans l'acte d'accusation. Quelle est votre réponse au premier chef d'accusation coupable? Votre honneur. Très bien, chef d'accusation numéro 2. À la même date et au même endroit, le 11 février 2025, à l'adresse de Cider Hills Drive, dans le village de Waukesha, comté de Waukesha, Wisconsin. Vous avez causé la mort de la victime B, identifiée comme Tatiana Kosop, avec l'intention de tuer cette personne en violation de la loi du Wisconsin mentionnée dans l'acte d'accusation. Un crime de classe A. Votre réponse à cette accusation, monsieur? Coupable, votre honneur. D'accord. Avez-vous commis ces infractions? Oui, votre honneur. Donc, pour le chef d'accusation numéro 1, concernant Donald Mayer, avez-vous intentionnellement posé un acte? D'après ce que je comprends, vous avez utilisé une arme de poing, un pistolet ou un revolver, et vous lui avez tiré dessus, causant sa mort. Est-ce exact? Oui, votre honneur. L'avez-vous fait intentionnellement? Oui, votre honneur. Et vous saviez qu'en tirant, il mourrait. Oui, votre honneur. Et pour le chef d'accusation numéro 2, Tatiana Kosop. Et les mêmes questions pour vous. Avez-vous agi? Avez-vous utilisé une arme de poing pour lui tirer dessus et la tuer? Oui, votre honneur. Était-ce votre intention, monsieur? Oui, votre honneur. Vous admettez avoir commis ces deux infractions. Oui, votre honneur. Mademoiselle Bazzi, vous avez présenté la plainte comme base factuelle. Je me débrouille. Une objection. Monsieur Raphaël? Non. Votre honneur. Comprenez-vous, monsieur Cassep, sur vos plaidoyers de culpabilité, je vais vous déclarer coupable.
Si vous n'êtes pas citoyen des États-Unis, vos plaidoyers pourraient entraîner votre expulsion, l'exclusion d'admission dans ce pays ou le refus de naturalisation en vertu de la loi fédérale. Est-ce clair? Oui, votre honneur. De plus, comme il s'agit de crimes, vous ne pourrez pas voter à une élection tant que vos droits civiques ne vous auront pas été rétablis. Comprenez-vous cela? Oui, votre honneur. Et comme il s'agit de crimes, il vous est interdit de posséder une arme à feu. Si jamais vous possédez une arme à feu, vous risquez jusqu'à 10 ans de prison et 25 000 € d'amende ou les deux. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. De plus, il s'agit d'un crime violent. C'est bien sûr considéré comme un crime violent. Par conséquent, il vous est également interdit de posséder un gilet pare-balles. C'est clair? Oui, votre honneur. Les autres chefs d'accusation seront aussi abandonnés et intégrés au dossier. Cela signifie que je considérerai que vous avez commis ces infractions, je vous en tiendrai responsable, mais vous ne serez pas déclaré coupable ni condamné pour celles-ci. Cependant, je pourrais aussi ordonner que vous payiez des dommages et intérêts. Comprenez-vous cela? Oui, votre honneur. Vous ne pourrez plus être poursuivi pour cela. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Et vous comprenez que si je constate que votre plaidoyer est fait sciemment, librement et volontairement, je vous déclarerai coupable. Vous êtes satisfait. Comprenez-vous cela? Oui, votre honneur. Avez-vous eu assez de temps pour en discuter avec votre avocat? Oui, votre honneur. Est-ce que vous plaidez et renoncez à vos droits librement et volontairement? Oui, votre honneur. Avez-vous des questions à me poser ou à poser à vos avocats à ce stade? Non. Votre honneur. La chaîne WISN Télévision de Milwaukee a reçu une déclaration du procureur du district de Waukesha qui dit, je cite, « Avec l'accusé prêt à plaider coupable de 2 chefs d'homicide volontaire, les familles peuvent éviter le traumatisme d'un procès public. Ils sont soulagés de voir l'accusé accepter sa responsabilité. Les preuves étaient substantielles et le plaidoyer de culpabilité reconnaît leur solidité après l'audience de jeudi. Nous visons une peine équitable reflétant la gravité des faits et la perte pour notre communauté. Rejoignez-nous pour en discuter. » Voici Mark Weaver, procureur et ancien procureur général adjoint de l'Ohio. Ravi de vous accueillir sur Law and Crime. Que pensez-vous de cet accord? Je veux dire, nous allons parler des différentes facettes de cette affaire, et il y en a beaucoup. Mais pour que cela soit, Nikita Kossopp, ici, plaide coupable aux accusations les plus graves d'avoir tué sa mère et son beau-père. La première chose qui m'a frappé quand j'ai entendu parler de l'accord de plaidoyer, c'est que ces 2 chefs d'accusation auxquels il plaide coupable, tous 2 entraînent une peine de prison à vie obligatoire. Je pense qu'elle pourrait être purgée en même temps et qu'il reste une possibilité de libération conditionnelle. Je ne connais pas la loi sur la libération conditionnelle dans le Wisconsin, mais dans de nombreux États, c'est possible. Et peut-être qu'un futur gouverneur pourrait avoir pitié de ce jeune homme. Mais la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il plaide coupable aux 2 crimes les plus graves. Pourquoi ferait-il ça? Cela soulève la question. Pourquoi agir ainsi? Eh bien, tout d'abord, pourquoi ferait-il tout cela? Il a été jugé apte à être jugé, mais c'est un jeune homme gravement perturbé, donc peut-être qu'il ne voulait pas passer par le procès et voir toutes ces choses exposées. Il sait peut-être que cela serait couvert par des médias comme Law and Crime et qu'il voulait simplement éviter cette épreuve. Il a peut-être accepté qu'il passera la plupart, voire toute sa vie, en prison. Mais nous le saurons lors de l'audience de la sentence. S'il y a peut-être une possibilité pour ce juge d'offrir une petite lueur d'espoir à la fin de la vie de cet homme, pourrait-il être libre vers 60 ou 70 ans? Chez Law and Crime, nous couvrons de nombreux cas de violence familiale, dont celui-ci. Mais comme tout cela s'est passé en février de l'année dernière, c'était comme une couche après l'autre. Et puis finalement, on en arrive au point où il communique avec quelqu'un à l'étranger. En Russie, à propos de ce plan, il met ce plan à exécution. Et puis d'ailleurs même, son plan était finalement de fuir en Russie et de participer à une opération visant à assassiner le président des États-Unis. On a l'impression que cela pourrait être une affaire dans laquelle le gouvernement fédéral devrait intervenir. Je veux dire, quelle est la probabilité, maintenant qu'il a réglé ses accusations au niveau de l'État, que le gouvernement fédéral intervienne et l'inculpe?
La clause de double incrimination de la Constitution, interdisant d'être jugé 2 fois pour la même infraction, ne s'applique pas. Selon la théorie des 2 souverainetés, l'État est un souverain et le gouvernement fédéral en est un autre. Ce qui signifie qu'en théorie, il pourrait être inculpé au niveau fédéral pour certaines des accusations et crimes dont vous avez parlé. Est-ce que je pense que c'est probable? Probablement pas. Les bureaux du procureur des États-Unis qui portent les accusations sont plutôt occupés, surtout ces derniers temps, et je doute qu'ils veuillent engager leur propre procédure. Quand il semble très clair que ce jeune homme va être puni pour 40, 50, 60 ans, peut-être toute sa vie. Quand on regarde ce qu'il a fait, c'est tout simplement horrible à tellement de niveaux. Et puis on pense aux conséquences horribles de tout ça et au fait de vivre avec les corps dans la maison. Ensuite, il s'enfuit. Il prend de l'argent et des bijoux avec lui pendant sa fuite. Et puis il y a toutes les traces de communication qu'il a laissées où il était très conscient de ce qu'il faisait. Vous savez, d'un autre côté, même s'il n'y a pas vraiment d'autre côté à cette histoire, mais il a 17 ans, vous parlez juste, je suppose, d'un aspect de pitié dans tout ça. Est-ce qu'il y a une place pour ça ici, vous voyez, d'une certaine manière? Et je suppose, à quel moment cela pourrait-il intervenir dans sa condamnation? Oui, chaque être humain est créé à l'image de Dieu, et chaque histoire comme celle-ci est tragique pour tous. C'est tragique que ses parents aient été assassinés, de la façon dont ils l'ont été, et c'est une tragédie que sa vie soit maintenant ruinée. Je l'ai déjà dit, Internet n'a pas causé ce crime, c'était le mal. Le péché est avec nous depuis le Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Donc, Internet n'a pas causé le crime. Mais il y a 50 ans, il n'aurait pas pu faire ça, il n'aurait pas pu entrer en contact avec des gens avec qui il pensait pouvoir s'allier dans cette révolution néo-nazie satanique pour renverser l'Amérique. Il ne fait aucun doute que les moyens pour lui de mettre en œuvre ses pensées démentes ont été amplifiés par Internet. Donc c'est lui le fautif, c'est lui qui doit être puni. Mais c'est l'un de ces crimes où l'on peut entrer en contact avec des gens tout aussi fous et tout aussi maléfiques. Et cela fait avancer l'intrigue. Quand il s'agit, vous savez, d'un gamin de la banlieue de Milwaukee qui pense qu'il fait partie d'un complot pour renverser le gouvernement des États-Unis. Mais on pense qu'il parlait à quelqu'un en Russie, et quelle est la probabilité que l'on découvre un jour exactement à qui il parlait? Oui, c'est quelque chose que le FBI pourrait vouloir examiner. Si en fait il y a un agent du gouvernement russe qui aidait cette personne, c'est un vrai problème. Beaucoup de gens troublés se font passer pour d'autres sur Internet. Ça pourrait être ça, mais si c'était vraiment littéralement un agent du gouvernement en Russie qui aidait un jeune à essayer de renverser le gouvernement américain, c'est un problème. Nous ne voulons pas que cela arrive, mais les intrigues liées au VPN et à l'usage de faux noms sur Internet sont courantes. Les gens ne sont pas ceux qu'ils prétendent être sur Internet. En regardant le dossier que les procureurs ont monté, et je veux dire, il y a tellement d'éléments dedans. Il y a une vidéo, apparemment prise à l'intérieur de la maison, qui le montre avec les corps, ce qui est vraiment terrible à imaginer. Mais il y a aussi la preuve qu'il a pris les bijoux de sa mère, il a pris de l'argent liquide. Ça le montre un peu. Je doute qu'il aurait passé un contrôle de sécurité à l'aéroport. S'il avait tout pris, la Transportation Security Administration l'aurait sûrement remarqué. Mais quand on construit un dossier et qu'on essaie de prouver l'intention, et que ce n'était pas qu'il n'était pas ignorant de ce qui se passait, quand quelqu'un prend des choses comme ça dans une maison, à quel point est-ce important pour l'affaire que vous construisez? Oui, pour poursuivre, il faut prouver son intention. Ainsi, la préparation, les emails et le trafic Internet révèlent l'intention et la planification. Et puis, eh bien, ils avaient des accusations de mauvais traitement de cadavres, ce qui est une accusation mineure comparée au meurtre. Mais tu as mentionné quelque chose, Chris, qui m'a vraiment marqué dans ces faits. Il y avait des caméras de surveillance interne dans cette maison. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, avons des caméras de sécurité extérieure pour pouvoir capturer les menaces venant de l'extérieur. Ça me fait me demander ce que ses parents savaient ou craignaient s'ils avaient installé des caméras de surveillance à l'intérieur de leur maison dans certains de ces cas. Celui-ci est assurément unique à bien des égards, mais il s'agit d'un jeune homme presque adulte. Le voilà qui communique. Je pense que cette fois, c'est Telegram qui est utilisé, mais on voit ces applications revenir souvent. Dans ces terribles types d'affaires, en tant que procureur vous-même, vous avez vu des affaires de violence familiale. À quel point ces applications peuvent-elles poser problème?
Beaucoup de parents pensent savoir ce que leurs enfants disent en ligne et qui ils sont vraiment. Mais ensuite, il y a des cas comme celui-ci où on ne sait tout simplement pas à qui ils parlent réellement. Oui, il est impressionnant de voir la technologie utilisée par des jeunes comme lui pour échapper à la surveillance parentale ou policière. Nous utilisons des applications chiffrées car des personnes mal intentionnées sur Internet tentent d'accéder à nos informations et de les exploiter. Les applications chiffrées ont donc de bonnes utilisations. En général, quand un jeune utilise une appli chiffrée, ses parents devraient se demander pourquoi il en a besoin. Si tu échanges juste des messages avec des amis, pourquoi ne pas le faire pour qu'on puisse les voir si on regarde ton téléphone? Et en tant que personne ayant élevé des adolescents, c'était notre règle. Ce téléphone appartient aux parents, on le recharge dans la cuisine et on peut le consulter à tout moment. Nous avons tes mots de passe. Tu auras ton propre téléphone quand tu vivras seul. Tant que tu es avec nous, nous accédons à ce que tu fais sur le téléphone. Une application chiffrée comme Telegram ou Signal suffit déjà à susciter les questions d'un parent sur ce qui se passe. On dirait simplement que, vous savez, et le FBI a pu obtenir beaucoup d'informations de cette entreprise. Mais bien sûr, cette communication durait depuis longtemps. Et quand on regarde, vous savez, dans ce cas, ça s'appelait l'Ordre des Neuf. Angles était le genre de groupe néo-nazi auquel il semblait adhérer, vous savez, l'idéologie à laquelle il semblait souscrire. Mais il y a aussi des exemples, vous savez, que ce soit ce genre de néo-nazi ou que ce soit un groupe religieux, il semble qu'il y ait ce schéma avec l'extrémisme qui touche les jeunes, ce qui les rend vulnérables. Et juste, je suppose, d'après votre expérience, avez-vous vu, vous savez, pourquoi à cet âge, ces jeunes semblent-ils si vulnérables? Non, je ne sais pas à quel point c'est répandu, mais ensuite, on a soudainement des cas comme celui-ci où quelqu'un adhère à quelque chose d'extrêmement radical. Ils y croient au point d'agir ainsi. Nikita Kassop affirme l'avoir fait. Oui, les neuroscientifiques nous disent que le cerveau humain ne finit de se former qu'au milieu de la vingtaine et, pour certains jeunes hommes, pas avant la fin de la vingtaine. Donc, ici, vous avez un jeune homme dont le cerveau n'est pas complètement formé, et la dernière partie du cerveau à se former complètement est celle du jugement, la section du bon jugement. Nous avons tous été adolescents ou en connaissons, ce qui correspond à notre connaissance de leur sens du jugement. Habituellement, chez les adolescents, le manque de jugement se manifeste par le non-respect du couvre-feu, la consommation d'alcool ou de mauvaise fréquentation. Mais pour une infime minorité, cela devient criminel, et pour la plus malveillante, cela mène à tuer ses parents dans un étrange complot sur Internet. Mec, cette histoire, c'est juste à la fin de la journée. C'est tout simplement incroyablement triste parce que des membres de la famille se retrouvent sans leurs proches et ils doivent continuer à vivre avec ça. Pour les procureurs dans cette affaire, vous obtenez vous savez, ces plaidoyers de culpabilité, donc vous l'avez là. Combien de travail reste-t-il à faire d'ici le 5 mars quand il sera condamné? Oui, c'est ce que je fais généralement comme procureur après les plaidoyers. Je travaille sur un mémoire de condamnation qui expose les raisons juridiques pour lesquelles le juge devrait prononcer la peine que nous pensons appropriée. Voici la suite. Les agents de probation réaliseront un rapport d'enquête présententielle en interrogeant ce jeune homme et son entourage, puis feront une recommandation au service de probation. La défense ou le ministère public peut rédiger un mémoire de condamnation que le juge lira tous. Et voici ce que beaucoup de téléspectateurs ne savent peut-être pas. La plupart des juges ont déjà pris leur décision bien avant d'entrer dans la salle d'audience sur ce qu'ils vont faire. Ils y ont déjà pensé, mais gardent parfois une marge pour changer d'avis selon la déclaration de la victime ou du prévenu. Souvent, après avoir lu le rapport présententiel et les mémorandums des parties, les juges savent déjà ce qu'ils veulent faire. Je pense toujours à ça moi-même, rien qu'avec celles auxquelles j'ai assisté, où ça peut durer des heures, hein, vous voyez. Il y a ces déclarations très émouvantes, puis tout semble arriver en même temps. Le juge baisse alors les yeux, parcourt des documents durant quelques minutes, puis prononce ce qui paraît être une déclaration préparée. Donc on a l'impression qu'ils avaient peut-être déjà pris leur décision. Je suis sûr qu'ils écoutent. Vous voyez, en avançant dans une affaire comme celle-ci, je suppose qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que c'est juste la prison d'État pour le reste de sa vie? On parle d'un jeune de 17 ou 18 ans qui prend cette décision tôt et finit en prison d'État, parmi des adultes, parfois criminels endurcis. Oui, c'est un autre aspect tragique de cette issue malheureuse et de ce crime horrible.
c'est qu'il sera le plus jeune ou presque pratiquement le plus jeune homme dans une prison remplie d'hommes très durs. Pour ce genre d'accusation, il ne peut pas aller dans une prison à sécurité minimale, il devra aller au moins dans une prison à sécurité moyenne. Il deviendra aussitôt une cible, mais pas comme un violeur ou un agresseur d'enfants. Je traite une affaire de viol sur enfant la semaine prochaine. Et ce genre de prévenus, quand ils sont condamnés et vont en prison, ils deviennent des cibles sérieuses, ils deviennent la cible numéro 1 des détenus. Son crime ne fera pas de lui une cible, mais sa jeunesse et sa vulnérabilité, oui. Sa vie en prison sera très difficile. Ce ne seront pas des années faciles en prison. Non, vous savez, c'est un crime horrible qu'il a commis. Maintenant, il a plaidé coupable. Merci à Mark Weaver, ex-procureur général adjoint de l'Ohio, d'être avec nous sur Law and Crime. Nous apprécions votre présence. Merci, Chris. Nikita Kassop sera condamné le 5 mars. C'est tout pour l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à Spotify et retrouvez On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.